Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, en Afrique du Sud, la large victoire de l'ANC. Le parti au pouvoir a été confirmé lors des législatives. Cependant, l'opposition n'est pas en reste car elle gagne de plus en plus de terrain. Au Togo, les états généraux de la presse auront lieu au mois de juin. Le thème retenu est le pari de la professionnalisation et son objectif est de proposer une presse de qualité aux Togolais. À Dakar, la capitale sénégalaise, se poursuit toujours la 11e édition de la Biennale de l'art africain contemporain. Cette manifestation culturelle permet entre autres de mettre en valeur les artistes et leurs œuvres originales. La victoire de l'ANC lors des législatives en Afrique du Sud est incontestable, mais force est de constater qu'au fil des ans, le parti historique de lutte contre l'apartheid a fait des déçus. Ces derniers se retrouvent plus dans de nouveaux partis issus de l'opposition aux idéologies plus radicales, telles que le parti de Julius Malema par exemple. Ibrahim Ndiaye. Le Congrès national africain, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, a confirmé sa majorité en remportant 62,15% des votes lors des législatives. Ce 5e succès de l'ANC depuis la fin du régime d'apartheid conforte l'hégémonie du parti malgré le chômage, la grève des mineurs ou la corruption qui mine l'économie du pays. Pour les analystes, plusieurs raisons expliquent cette victoire. 20 years after apartheid. Tout d'abord, la raison est historique. 20 ans seulement sont passés depuis la fin de l'apartheid et ce n'est pas une longue période. Alors que la majorité de ceux qui votent pour l'ANC, en particulier ceux de ma génération et ceux des générations précédentes, ont encore de vifs souvenirs de l'apartheid. L'ANC devrait être inquiet car en 2004, lorsque nous avons fêté 10 ans de démocratie, elle a atteint son pic. Elle comptait 279 sièges dans notre Parlement national et puis elle est tombée à 264 sièges en 2009 et n'a obtenu que 249 sièges après ces élections. Donc il y a eu une érosion constante du soutien de l'ANC au cours des 2 dernières élections. Si cette chute constante se poursuit aux élections de 2019 et aux élections de 2024, vous ne pouvez pas exclure la possibilité que l'ANC en 2024 soit tombée en dessous de 60%. Le défi pour l'ANC sera d'éviter de perdre de la puissance. Un objectif qui sera difficile à atteindre avec la naissance du Parti des combattants pour la liberté économique, dont le fondateur est le leader populiste Julius Malema, ancien membre de l'ANC, qui a réussi à obtenir un résultat non négligeable, près d'1 million de voix. Nous sommes heureux de la performance des combattants de la liberté économique, notamment pour avoir passé la barre du million. Maintenant, c'est une étape. Alors évidemment, la première chose à faire est de remercier les millions de Sud-Africains qui, malgré les obstacles, nous ont permis d'atteindre nos objectifs. L'ANC devrait également surveiller l'Alliance démocratique qui a connu lors des dernières élections une forte progression avec plus de 4% des voix. Les députés doivent se réunir le 21 mai prochain pour exécuter leur toute première tâche, celle d'officialiser la réélection du président Jacob Zuma pour un mandat de 5 ans pendant lequel la relance de l'économie sud-africaine et la lutte contre le chômage seront les priorités du gouvernement. Et un autre gouvernement, celui du Nigeria, se dit prêt à dialoguer avec Boko Haram pour assurer la libération des 223 lycéennes enlevées par le groupe islamiste dans le nord-est du pays. Le sort de ces jeunes filles préoccupe d'autant plus les autorités que les renforts militaires envoyés sur le terrain et la politique de zéro tolérance face aux terroristes n'ont pas d'impact sur les agissements de ces rebelles. Les enlèvements et les attentats se multiplient. Gracia Rukindikisa, notre éditorialiste, nous en donne les raisons. L'armée nigériane n'est pas formée pour combattre ce type de guérilla, la guérilla urbaine et la guérilla même au niveau de la campagne, au niveau des habitations, parce que c'est une armée qui est très mécanisée, une armée très moderne, mais qui n'a pas d'équipement ou qui n'est pas formée pour combattre ce type de terrorisme. On sait bien qu'aujourd'hui, les renseignements ont beaucoup évolué, mais pour combattre les islamistes, il faut un renseignement des personnes, non pas du matériel. Il faut qu'il y ait des gens qui entrent dans le corps de Boko Haram, dans le groupe, pour donner des renseignements. Le Togo compte près de 200 journaux, dont une quarantaine à parution régulière, 80 stations de radio et une douzaine de chaînes de télévision. Des états généraux de la presse vont être organisés en juin. Toutes les associations de journalistes seront représentées afin d'émettre des critiques constructives et des propositions visant à améliorer certains points que nous précise Paul de Singwe. Vers une réforme de la presse togolaise. Les autorités ont annoncé pour le mois de juin 2014 la tenue des états généraux de la presse. L'événement réunira tous les acteurs de la presse au Togo. Il a pour objectif de réguler et de professionnaliser le secteur.
On a besoin de renforcer la démocratie togolaise, on a besoin de l'enraciner davantage, mais la presse ne peut pas se contenter d'être simplement une presse de combat. Il faut qu'elle devienne une presse professionnelle et une presse qui contribue aussi au développement du pays. Et c'est ce qu'on attend, nous, des États généraux, qui nous permettent de franchir ce cap-là. Jadis combattante et engagée, la presse togolaise était aux avant-postes de toutes les luttes sociopolitiques, voire économiques du pays. 20 ans plus tard, elle s'est généralisée et a perdu l'essentiel de ses combats. Par ailleurs, le manque de subventions conséquents et l'absence de formation sont également des obstacles au développement de la presse au Togo. Beaucoup arrivent dans le métier sans avoir la formation nécessaire et adéquate. Et aujourd'hui, plus de 20 ans après l'apparition de la presse privée, il est plus qu'important que la formation soit l'une des priorités de la corporation. Et puis enfin, la mobilisation des moyens qui manquent. Cela passe nécessairement par la réussite des deux premiers défis, mais la mobilisation des moyens permettra à la corporation de franchir une nouvelle étape. En 2013, l'Assemblée nationale a adopté une loi renforçant les prérogatives de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Avec cette loi, l'État togolais peut désormais suspendre un média sans saisir la justice. Les journalistes togolais ont d'ailleurs saisi le président de la République pour la suppression de cette loi. Les Burkinabés sont régulièrement confrontés au délestage, une méthode qui consiste à arrêter volontairement l'approvisionnement des consommateurs pour rétablir l'équilibre entre la production et la consommation du réseau électrique. Pour pallier ces insuffisances récurrentes, d'autres solutions sont envisageables, comme nous l'explique Wendy Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. Bagré, Kompianga et Tourné-Néofila, voici les 3 barrages hydroélectriques du Burkina Faso. Des centrales hydroélectriques sur qui le pays compte pour répondre aux besoins énergétiques sans cesse croissants. Seulement ces centrales hydroélectriques ne produisent que moins de 20% de la consommation nationale en électricité. Une faible production due à une pluviométrie très rare. Notre énergie mère, c'est l'eau. Et comme nous ne pouvons pas maintenir cette quantité d'eau-là durant toute l'année, au fur et à mesure, le niveau va baisser. Donc, plus le niveau baisse, plus la puissance baisse. Voilà pourquoi, effectivement, à ce jour, la centrale est à l'arrêt parce que nous sommes en dessous de 226,70. La production électrique burkinabé est plus basée sur les thermiques. Une production dont le coût s'avère cher pour la Sonabel, qui bénéficie de la part de l'État d'une subvention annuelle d'environ 21 milliards de francs CFA pour les hydrocarbures. Aujourd'hui, on parle maintenant de droit à l'accès à l'énergie et le Burkina Faso veut donc s'inscrire dans cet objectif-là. Mais l'élément essentiel aujourd'hui, l'élément moteur de notre politique, c'est de faire de telle sorte qu'il y ait un accroissement de l'offre d'énergie parce que cette énergie-là est porteuse donc de développement. Pour pallier ce déficit énergétique récurrent, le Burkina Faso a opté pour une mixité de production énergétique. Cette mixité repose sur l'interconnexion, mais aussi le solaire. C'est ainsi qu'en mai 2014, le pays a bénéficié d'un financement d'environ 17 milliards de francs CFA de la part de ses partenaires au développement. Un financement destiné à la mise en œuvre d'un programme d'électrification de 102 communes dans 12 des 13 régions du pays. La 11e édition de la Biennale de l'art africain contemporain bat son plein au Sénégal. Depuis le 9 mai, des artistes venant des 4 coins du continent présentent leurs œuvres au public. Hortense Assaga, notre envoyé spécial à Dakar, en a rencontré quelques-uns. Nous sommes toujours ici à Dakar où se déroule la 11e Biennale des Arts. Actuellement, au village de la Biennale se déroule l'inauguration avec les artistes qui montrent leurs œuvres. Et parmi ces artistes, de nombreuses femmes venues des 4 coins du continent qui montrent la réalité de leur travail d'artistes féminines. Je vous propose de les écouter. Ce tableau représente 3 grandes femmes africaines. Là, les Amazones de Guinée. Ici, c'est la reine Nandi, la mère de Chaka Zulu. Et ici, Ofobulayo Kuti, la mère de Fela. Le but pour la Biennale était de donner une grande visibilité à la femme africaine, surtout avec ce qui se passe au Nigeria en ce moment où ces jeunes filles ont disparu.
Mon vœu, c'est qu'elles rentrent chez elles. C'est pourquoi je voulais être leur porte-voix. Mon œuvre s'appelle Nshoga Mpya en Kiswahili et parle de l'hétérosexualité et de l'homosexualité sur le continent. C'est bien de savoir que ces questions existaient avant la colonisation. C'est important de représenter une minorité car les femmes font presque la moitié de la population. La Biennale de Dakar, c'est évidemment l'occasion d'entendre ces artistes parler de leur travail. Un travail qui parfois s'érige en revendication, en affirmation. Un travail qui... souvent aussi parfois militant quand il s'agit des femmes. C'est ce que toutes ces artistes sont venus ici exposer et montrer au nombreux public de Dakar venus admirer leurs œuvres. Je suis agréablement surprise par rapport aux autres années, par toutes les innovations et par la beauté des œuvres. Mais j'aime déjà bien la forme en fait que ça prend et moi ça me donne vraiment beaucoup envie de créer, ça me stimule, ça me nourrit. Je vous rappelle pour info que la Biennale de Dakar se poursuit jusqu'au 8 juin à Dakar et dans toutes les régions du pays. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.